Bonjour à tous, nous sommes en direct de Radio France et en direct de plusieurs places dans le monde pour aborder cette séquence sur la qualité et l'éthique des nouveaux emplois. Pour cela, nous aurons les interventions successives de Stéphane Carcillo du Cercle des économistes qui est avec moi. Bonjour. Nous aurons ensuite en direct d'Australie, mais elle est de la Rutgers University, Jennifer Hunt. M'entendez-vous? Oui. Bonjour. Elle m'entend. Je donnerai la parole enfin à Elno Herrier de l'UNEF, le syndicat étudiant. Bonjour à vous. Puis Jean-Jacques Guiony de LVMH nous parlera de ces nouveaux emplois. Gilles Babinet du Conseil national du numérique interviendra. Voilà. Toutes ces personnes sont en duplex. Et puis, Karl Peter Thorvardsson de l'ITUC sera avec nous, le Swedish Trade Union Confederation, qui en plus aura une traduction puisqu'il s'exprime dans sa langue anglaise. Oui, et alors il fait un petit signe visuel. Voilà. Je vais demander à chacun et chacune d'entre vous de faire une petite présentation déjà de 5 minutes maximum pour aborder cette question avec un angle qui vous est propre selon d'où vous parlez, à savoir de l'entreprise, de votre position d'économiste, d'universitaire, d'observateur ou de syndicaliste. Mais tout de suite, pour les enjeux de ces nouveaux emplois, je donne la parole immédiatement à Stéphane Carcillo. Merci Jean-Paul. Je vais vous présenter simplement quelques chiffres, quelques éléments pour cadrer un peu le débat et poser quelques questions auxquelles nous tentons de répondre ce matin. Alors d'abord, de quoi parlons-nous en termes vraiment d'emploi? On parle de ces formes, je dirais, atypiques, non standards d'emploi. On pense évidemment au travail des indépendants sur les plateformes que nous connaissons tous. Mais plus largement, ce sont des formes d'emploi, par exemple sous forme de contrats à durée déterminée très courts, qu'on voit se développer fortement dans la plupart des pays de l'OCDE, des formes d'emploi à temps partiel, parfois aussi assez courts, avec peu d'heures, qui sont pour partie subies. Et puis aussi des emplois, par exemple, en mission d'intérim assez courts. Alors, le contexte actuel est très important parce qu'en fait, il a révélé la fragilité de ces emplois. Ces nouvelles formes d'emploi, en fait, sont surreprésentées dans les secteurs les plus violemment affectés par la crise, comme par exemple le tourisme, les hôtels, la restauration ou les services de distribution. Ils peuvent représenter jusqu'à 40% de l'emploi dans certains pays. Et évidemment, dans le contexte de la crise, ces emplois ont été extrêmement fragiles parce qu'on peut les terminer, y mettre fin très rapidement, et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ces fins d'intérim, ces fins de contrats de mission représentent plus de la moitié de la hausse des entrées à Pôle emploi en France ces derniers mois. Donc c'est effectivement extrêmement important, et on voit que cette flexibilité aussi se retrouve, se paye quelque part lors d'un retournement de conjoncture. Alors, pourquoi est-ce que ces emplois se sont développés? C'est une réponse à laquelle on va répondre aujourd'hui. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, bon, l'emploi permanent, le CDI, ça reste quand même la norme. Par exemple, en France, c'est 70% de l'emploi total. Il faut quand même le rappeler. Ouais. Mais l'emploi temporaire a beaucoup augmenté dans les pays de l'OCDE ces 30 dernières années. Par exemple, en France, il y a 30 ans, on avait 6% d'emplois en CDD, et puis maintenant, on en a environ 17%.
En moyenne dans l'OCDE, c'est 12%. C'est quand même significatif. Surtout, un autre mouvement très intéressant, c'est que la durée de ces contrats ou de ces missions s'est fortement raccourcie au cours des dernières décennies. Un CDD ne dure en moyenne qu'un mois et demi en France, contre 3 mois il y a 20 ans. Donc on voit qu'il y a énormément de contrats courts. On a même aujourd'hui un tiers des contrats qui ne durent qu'un jour. On est vraiment sur quasiment du travail indépendant, puisqu'on a des contrats pour la journée, donc on est à la tâche. Dans beaucoup de pays de l'OCDE aussi, l'emploi à temps partiel, avec un total d'heures inférieur à 20 heures, s'est beaucoup développé. Ça a un côté positif, ça a permis aussi à beaucoup de femmes d'entrer et de retourner sur le marché du travail, mais en fait, pas mal de ces conditions de travail ne sont pas voulues et sont subies. Ces personnes voudraient souvent travailler plus d'heures. Enfin, si l'emploi indépendant, globalement dans les pays de l'OCDE, baisse, surtout sous l'influence en fait d'un reflux de l'emploi dans l'agriculture, où il y a énormément d'indépendants et l'agriculture se modernise, s'automatise, donc il y a moins d'emplois. En fait, on voit beaucoup de nouvelles formes d'emplois indépendants se développer avec des nouveaux types de contrats, type en France auto-entrepreneur, qui représentent aujourd'hui environ 2% de l'emploi, avec une tendance à la hausse. Alors ça reste marginal, hein, c'est petit, mais quand même on voit bien la tendance avec beaucoup d'emplois sur les plateformes qui se développent. Alors, les enjeux, très rapidement, ces emplois, ils sont importants parce qu'ils viabilisent pas mal de services, des services que les gens, effectivement, apprécient. Ils sont importants pour l'adoption de nouvelles technologies dans certaines entreprises. Évidemment, et ils sont aussi importants parce que ce sont peut-être aussi ces emplois qui sont la clé de sortie de la crise. Les entreprises vont avoir tendance à beaucoup contracter et commencer dans un climat d'incertitude, à contracter ce type de forme de travail plutôt que tout de suite ouvrir des postes permanents. Mais il y avait évidemment beaucoup d'enjeux dont on va discuter aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour mieux protéger ces travailleurs? Parce qu'il faut dire que il y a un problème de protection sociale. Souvent, il n'y a pas ou peu de droits à la retraite, peu de droits à la prévoyance, peu ou pas de droits à l'assurance chômage. Quels sont les droits aussi à la formation? Comment faire que ces emplois ne soient pas uniquement des pièges, mais aussi des tremplins pour entrer sur le marché du travail et ensuite évoluer? Comment mieux organiser le dialogue social pour que ces personnes puissent s'organiser, souvent quand ils font face à des gros employeurs ou des gros donneurs d'ordre. Individuellement, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir pour discuter les rémunérations. Et comment clarifier les règles de classification entre emploi salarié et nouvelles formes d'emploi pour éviter les abus, justement, et faire en sorte que on puisse quand même protéger les gens qui travaillent dans des conditions qui sont identiques au salariat, mais qui sont en statut d'indépendant. Merci Stéphane d'avoir essayé de respecter les 5 minutes qui vous étaient allouées. Je donne la parole à Jennifer Hunt de Rutgers University pour répondre à cette question là, strictement économique. Quelles sont ces forces économiques qui ont conduit au développement de ces nouvelles formes atypiques de travail? Merci beaucoup. Merci aux gentils organisateurs de m'avoir invité à m'exprimer. Et bonjour à toutes et à tous et salutations de l'hiver en Australie. Donc pourquoi est-ce que ces formats typiques du travail sont apparus? J'aimerais vous tisser des liens entre le progrès technique et la croissance de l'inégalité des salaires, et ensuite entre la croissance de l'inégalité et l'apparition des formes atypiques. Donc commençons avec la croissance de l'inégalité. Il semble qu'il y ait une force commune dans les pays riches depuis au moins 20 ans qui freine ou bloque complètement la croissance des salaires des moins qualifiés, tout en accélérant les salaires des mieux qualifiés. Et donc, l'inégalité des salaires augmente dans de nombreux pays riches. En France, ceci se passe de façon sous-jacente, je dirais, masquée par la politique des charges sociales et du salaire minimum. Donc, c'est moins évident, enfin, pas du tout évident en France, mais il semblerait qu'il y ait cette force commune dans tous les pays riches. La Suède est aussi un cas un peu particulier, en fait. Et donc, quelle est cette force commune au fond? Au fond, il s'agit du progrès technique. D'une part, les ordinateurs et l'automatisation
bénéficient aux mieux qualifiés et nuisent aux moins qualifiés. Et d'autre part, l'amélioration de la technologie de communication. Et là, je comprends la toile, l'invention de l'Internet rend faisable la sous-traitance et la délocalisation à l'étranger. Donc, en fait, il y a un effet direct du progrès technique qui est assez évident. Mais je veux souligner donc le lien entre l'augmentation de l'inégalité causée par le progrès technique et l'apparition de ces formes atypiques de travail. Et donc, pour faire le lien, il faut noter que par le passé, de nombreux employeurs payaient aux moins qualifiés une prime par-dessus le salaire du marché. Et pourquoi? Ceci dépend un petit peu des pays, mais dans plusieurs pays, une grande raison était la présence de syndicats. Mais dans d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis, où les syndicats ont toujours été une moindre force qu'en Suède, par exemple. Il y a une deuxième explication qui repose sur une théorie dite des salaires d'efficience, en particulier la variante des salaires équitables. Et l'idée, c'est que les employeurs craignent que des écarts de salaire trop élevés au sein de leur entreprise mèneront au mécontentement parmi les moins bien payés et que ce mécontentement réduira la productivité. Et donc, les employeurs choisissent ou ont choisi par le passé de payer une prime aux travailleurs moins qualifiés. Or, avec la croissance de l'inégalité voulue par le marché, si je puis dire, la politique de salaire équitable est devenue de plus en plus chère pour les employeurs. Et donc, les employeurs ont trouvé une solution d'écarter ces travailleurs moins qualifiés de l'entreprise, mais tout en gardant leurs services. Donc, par exemple, en utilisant des sous-traitants non syndicalisés, d'où les travailleurs ont plus de mal à se comparer avec leurs anciens collègues. D'autres variantes sont d'avoir recours aux travailleurs indépendants, aux contrats à durée déterminée courts et éventuellement aux plateformes en ligne également. Évidemment, il y a aussi un autre avantage pour l'employeur que l'ajustement de la main-d'œuvre face au choc devient plus flexible. Mais donc, pour résumer, l'apparition des formes atypiques du travail provient de la croissance de l'inégalité des salaires qui provient à son tour du progrès technique et de la mondialisation. Oui, écoutez, c'est très clair. C'est effectivement, je résumerai, c'est cacher ces inégalités que je ne saurais voir plutôt que de les avoir à l'intérieur. Je préfère qu'elles soient un peu cachées à l'extérieur. C'est quand même, ça permet de garder une paix sociale à l'intérieur de l'entreprise. Je vais donner la parole à un syndicaliste qui représente les étudiants. Elno Herrier, pour lui poser la question suivante, justement, comment aider les jeunes qui débutent leur carrière sur ces nouveaux emplois concrètement? Alors bonjour à toutes et à tous. Merci, j'en profite aussi pour remercier les organisateurs pour l'invitation. C'est une question vaste, comment aider les jeunes par rapport à laquelle il faut répondre en 5 minutes. En 5 minutes, ouais. Pardon de vous avoir interrompu. Ouais. Pas de souci. Il y a bien entendu, je pense, déjà un rapport à la formation qui est important, puisque ces nouvelles formes d'emploi précaires, puisque c'est vrai que tout ce qui a été cité en introduction, finalement, on peut les résumer sur des formes d'emploi précaires dans le sens vraiment qui ne nous permettent pas de nous projeter vraiment sur un long terme, mais qui sont là pour un petit peu pallier à des besoins financiers plus qu'à des vrais choix de carrière. Mais c'est vrai que la formation, par exemple dans le supérieur, parce que je vais parler de ce que je connais en premier lieu pour commencer, elle déjà n'est pas faite au départ juste pour une insertion professionnelle directe dans toutes les branches du travail dans la société. Elle s'est adaptée, elle a mis du temps quand même à s'en adapter. Elle a correspondu aussi à la massification qu'il y a eu dans l'enseignement supérieur.
Et du coup, comme je pense toute nouvelle forme d'emploi de toute façon qui est assez récente, elle doit aussi, la formation de manière générale, il y a l'enseignement supérieur, mais il y a aussi tout ce qui concerne l'apprentissage par exemple, doit pouvoir aussi pouvoir donner des outils aux jeunes pour pouvoir s'y intégrer. Même si là, et c'est pour ça que le cœur de mon introduction sera quand même là-dessus, la question pour aider les jeunes, c'est surtout au niveau de la protection sociale parce que souvent, ces nouveaux emplois, ces nouvelles plateformes, ces contrats sont en effet vecteurs, ça a été dit en introduction, d'un manque de protection sociale flagrant. Or, les débuts de carrière, puisque c'est souvent dans ce cadre-là que les jeunes utilisent ces nouvelles formes d'emploi, ces débuts de carrière ou ces compléments financiers par rapport aux études qui, on le rappelle, sont quand même pour l'instant assez néfastes puisque tout salariat, tout emploi qui viendrait concurrencer finalement ces études, ces formations sont vecteurs d'échecs, sont en tout cas plus vecteurs d'échecs à l'université, dans les établissements d'enseignement supérieur que de manière générale. Et lorsqu'on commence sa carrière, parce qu'on n'a pas forcément eu des études dans le supérieur, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire justement cette notion de formation, de correspondance avec ce qu'on veut faire de notre vie, avec nos carrières, ce qui n'est pas forcément flagrant. Et du coup, il y a vraiment, je pense, nécessité en effet donc de savoir, comme ça a été dit en introduction, comment est-ce qu'on arrive à protéger ces nouvelles formes d'emploi, à faire en sorte qu'elles puissent être vecteurs de cohérence avec sa propre carrière, ses choix de carrière, ou en tout cas qu'elles puissent servir ensuite à ce que, au-delà de compenser un petit peu le taux de chômage des jeunes de manière générale qui a tendance à augmenter depuis pas mal d'années maintenant, comment est-ce qu'elle permet aussi une insertion professionnelle sur du plus long terme? Et enfin, comment est-ce qu'on arrive aussi à dire que, puisque finalement les arguments en faveur et ce qui a aussi peut-être amené au développement de ces nouveaux emplois, c'est ce qui était dit précédemment, la souplesse, c'est la flexibilité, c'est comment est-ce qu'on arrive dans un marché du travail qui est bloqué, qui est bouché, surtout pour les jeunes, à quand même avoir accès à ces emplois qui nous donnent donc une ressource financière. C'est comment, plutôt que de se dire ça, ces contrats précaires, ils sont flexibles, donc plus accessibles, comment est-ce qu'on arrive à avoir un rapport à l'emploi de manière générale, au contrat en CDI, au contrat plus permanent, à justement se retrouver flexible, parce que s'il y a bien une chose qui est réelle aussi, c'est que les jeunes d'aujourd'hui n'auront pas le même rapport à l'emploi que les générations précédentes, et en effet, il y a par exemple des vocations peut-être à être plus mobile, à être plus flexible sur des changements de carrière en cours de carrière, et donc c'est à mon sens, la question qu'il faudrait se poser lorsqu'on a aussi ces rapports à ces nouveaux emplois. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long. Merci beaucoup. De toute façon, vous aurez à nouveau la parole dans une deuxième partie du débat et dans les réponses aux questions des internautes. Je donne maintenant la parole au directeur financier de LVMH, qui est aussi président-directeur général de la Samaritaine, Jean-Jacques Guiony, à qui je pose la question suivante. Comment ces nouveaux acteurs qui ont recours à ces emplois, donc je pense aux plateformes, changent-ils la donne? Alors, moi, je ne vous entends pas. Pardon, je suis plus sur mute. Donc on vous entend maintenant. Voilà, merci. Bonjour à vous, monsieur Guiony. Alors, je voudrais effectivement traiter la question sous l'angle des plateformes, puisque c'est un peu elles qui ont révolutionné cette question. Ça a été dit précédemment, beaucoup des nouveaux emplois sont issus des plateformes et une grande partie du débat vient, comme on l'a vu précédemment aussi, de la question de l'intégration des prestataires, puisque du point de vue de la plateforme, on parle de prestataires, des prestataires au sein de la plateforme, éventuellement sous forme de salariat, pour leur procurer une protection. Alors, je crois qu'il peut être intéressant
de commencer par regarder un peu la nature du rapport entre la plateforme et le prestataire, puis après de s'interroger s'il y a des moyens d'améliorer cette relation. Alors, en ce qui concerne la relation, si on regarde du point de vue de la plateforme, c'est assez univoque. Le premier point qu'on peut dire, c'est d'abord que le prestataire, du point de vue de la plateforme, est un élément extérieur. C'est un fournisseur, ça n'est en aucun cas quelqu'un qu'on est susceptible d'intégrer. Dit différemment, Uber n'a pas davantage l'intention de salarier ses chauffeurs que Booking.com n'a l'intention d'acheter les hôtels qui proposent sur leur plateforme. C'est à peu près le même raisonnement. Donc pour eux, l'idée de salariat et d'intégration est totalement absurde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les plateformes ont à gérer des à-coups d'activité qui, jusqu'à présent, étaient plutôt à la hausse, mais comme on vient de le voir récemment, plutôt à la baisse, et que pour eux, la flexibilité, voire même l'élasticité de l'offre est un élément consubstantiel au business model. Et bien évidemment, la rigidité liée au salariat est une forme de rigidité qui est ingérable pour elles. Le troisième élément est peut-être un peu plus philosophique, ou plutôt dans l'ADN de ces plateformes. Elles contournent, elles ont contourné des règles, elles ont contourné des usages, pour pas dire qu'elles contournent des lois dans certains cas. Pourquoi ne contournerait-elle pas, les rigidités liées au salariat? Et c'est assez clair qu'elles n'ont pas envie de s'embarrasser de ces complexités. Donc vraiment, du point de vue de la plateforme, l'intégration du prestataire n'est pas quelque chose qui est ne serait-ce que concevable. C'est pas souhaitable de leur point de vue, mais c'est même pas concevable. Alors qu'en est-il du point de vue du prestataire si on essaie de tourner la table? Alors le prestataire, bien évidemment, on ne peut pas complètement généraliser. Il y a des prestataires pour qui le revenu issu de la plateforme est un revenu d'appoint et que dans ces conditions, la flexibilité qu'elle offre est un avantage. Mais pour beaucoup, on peut parler de véritable aliénation. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand Uber a augmenté le coût d'intermédiation. Les chauffeurs n'ont eu d'autre choix que de travailler plus longtemps pour gagner la même chose. Donc, on est assez loin du travailleur libéré, qui est le discours dominant des plateformes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais esquisser, mais pas plus que ça, parce que le sujet est assez complexe, je voudrais esquisser trois idées. La première, elle est d'ordre juridique. Il existe dans le droit, la plupart des droits européens, la notion de dépendance économique, qui est qu'un sous-traitant ne peut se voir privé d'activité du jour au lendemain par son donneur d'ordre dès lors que celui-ci fait plus de X%, en France c'est 80% de son chiffre d'affaires. Pourquoi ne pas transposer cette disposition qui existe entre les entreprises dans la relation qui existe entre le prestataire et la plateforme? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'ordre financier. On peut tout à fait concevoir, ça existe dans des tas de métiers, une sorte de caisse de prévoyance qui ferait que les plateformes mettraient de côté un certain nombre de ressources économiques qui pourraient être redistribuées dans les périodes de basse eau, comme c'est le cas actuellement. Je ne suis pas en train de réinventer la protection sociale dans une version paternaliste et frustre, mais néanmoins, on peut tout à fait imaginer que les plateformes aient une action de prévoyance vis-à-vis de leurs prestataires, ce qu'elles n'ont pas du tout aujourd'hui. Et le troisième point que je voudrais évoquer, qui est d'ordre un peu plus politique, serait de dire que effectivement la régulation, notamment sur le marché du travail, a été issue des excès du capitalisme, mais qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir avec les plateformes, c'est une réaction aux excès de la régulation, c'est-à-dire que la régulation a géré la loi de la jungle et ces gens-là sont en train d'essayer de réintroduire la loi de la jungle pour combattre les excès de la régulation. On a une sorte de balancier. Le seul vœu peut-être un peu pieux qu'on pourrait faire, ce serait que ce balancier s'arrête au milieu au lieu d'être en permanence dans l'excès de régulation d'un côté, loi de la jungle de l'autre, et que sur cette base-là, on ait quelque chose d'un peu plus apaisé et d'un peu plus clair. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. On vous parlait de régulation. Effectivement, on va aborder cette question et notamment la question de l'accès aux données qui est fondamental dans ces plateformes. Et le rôle de l'accès aux données, c'est la question que je pose à Gilles Babinet, qui est donc au Conseil national du numérique. Bonjour, merci de m'avoir convié à cette table ronde qui s'avère d'ores et déjà passionnante. Donc je vais essayer de, évidemment, rester dans l'épure des 5 minutes.
Je pense que les propos qui viennent d'être posés sont, me semble-t-il, assez consensuels. D'ailleurs, c'est intéressant, alors qu'on a, si on parlait dans le vieux monde, d'un côté le patronat, de l'autre les syndicats, il me semble qu'il y a un consensus là-dessus. Trois points qui me semblent importants, qui ont d'ailleurs été partiellement exposés. Le premier, c'est que on est pour les régulateurs face à une forme d'ovni, c'est-à-dire que on avait eu à lutter d'une certaine façon contre les marchés du travail issus de la globalisation et les enjeux sociaux que ça posait. Et puis là maintenant, on a une nouvelle caractéristique, c'est évidemment pour certains d'entre eux des emplois qui sont globalisés, mais surtout qui sont plateformisés. Et ça veut dire que le rapport à l'emploi, comme l'a dit très bien d'ailleurs Jean-Jacques Guilloni, il y a une forme d'asymétrie systémique qui est tout à fait problématique. Et cette asymétrie, je dirais, est renforcée parce que le régulateur, les gouvernements n'ont pas forcément accès à la donnée. Donc c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour le législateur, pour le régulateur, que l'accès à la donnée, c'est une façon de commencer à compenser l'asymétrie, parce qu'on peut comprendre la nature des emplois auxquels on fait face. On peut savoir si on est sur des emplois qui sont, pour ainsi dire, comme dans le cas de certains livreurs, contractualisés à la tâche, et donc entre deux livraisons, on n'est plus en relation contractuelle avec la plateforme. On peut comprendre la nature de l'adhésion au rapport entre la plateforme et l'emploi, etc., etc. Dans certains cas, on a eu accès à cette donnée. Je pense par exemple à Uber sur la ville de New York. La ville a exigé d'avoir un accès complet à l'ensemble des données des courses, d'abord pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des questions potentielles de régulation et de régulation sociale du travail à cet égard. Donc ça, c'est un point qui est absolument essentiel, mais qui impose aussi d'ailleurs que les régulateurs comprennent la data et soient capables de l'analyser, donc que ce ne soit plus uniquement des juristes, mais potentiellement des data scientists qui se trouvent du côté du régulateur. Deuxième aspect, c'est le rapport finalement contractuel, le rapport social. Nous, on a établi en France, il y a une cinquantaine d'années, quelque chose qui s'appelait le SMIC, qui s'appelle maintenant le SMIC, qui était une sorte de filet de sécurité qui disait, finalement, vous avez des droits, vous avez un revenu minimum, et l'objectif implicite, c'était quand même d'induire une notion de mobilité sociale, en disant, à partir de là, vous avez un minimum qui vous permet de progresser dans la société. Ça, c'est quelque chose que cassent les plateformes. Et donc, me semble-t-il, il y a plusieurs pistes qu'il faudrait envisager à cet égard. D'abord, une limitation dans le temps. C'est-à-dire de dire, en tout cas sur certains types d'emplois, des emplois qui sont très intensifs en labeur, comme par exemple, typiquement, les gens qui sont travailleurs chez Uber, on pourrait dire, c'est limité à 3 ans. Et le renouvellement de la licence qu'on donne aux opérateurs de type Uber serait directement lié à leur capacité à créer de la mobilité sociale. Ça semble pertinent. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, il y aurait une cotisation à des droits sociaux, qui seraient notamment des droits de formation, et qui ferait en sorte qu'on éviterait de créer ce qu'on appelle des trappes à bas salaire, c'est-à-dire des gens qui sont mal payés, qui n'ont pas accès à des droits sociaux, et qui de ce fait sont obligés de rester dans ces conditions-là. Ça, c'est quelque chose que l'OCDE observe très très bien dans certains pays, et c'est d'ailleurs l'une des choses qui milite pour l'établissement de droits sociaux et de revenus minimum, c'est d'éviter ces trappes à bas salaire. Et puis, la troisième chose qui est importante, et je pense que là je vais aller dans le sens de Ernaud Hériel, c'est le fait qu'on puisse éviter que la partialisation du travail fasse que les gens ne puissent pas se syndiquer. Aujourd'hui, c'est évident, vous êtes dans certains cas travailleurs des plateformes, vous ne connaissez pas les autres travailleurs des plateformes, et on fait tout pour éviter que vous les connaissiez parce que ça faciliterait votre capacité à vous syndiquer. Donc là, il y aurait tout simplement quelque chose de simple, c'est d'imposer à l'ensemble des plateformes qui proposent des travaux de labeur un rappel aux droits élémentaires de ces travailleurs, qu'on appelle aussi des slashers, et de leur permettre de pouvoir accéder
à des syndicats. Donc de pouvoir, par l'expérience utilisateur qui est proposée par l'application, être mis en relation, de pouvoir se connaître les uns les autres, de pouvoir avoir un rappel de leurs droits essentiels. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait simplement imposer à une certaine catégorie de travailleurs des plateformes. Donc, en résumé, accès à la data, transition minimum et durée minimum, maximum dans les plateformes, et rappel aux droits sociaux au travers des applications. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole maintenant à Karl-Peter Thorvaldsson, qui donc est président de la Confédération syndicale en Suède et qui va s'exprimer en anglais et qui va répondre donc à cette question qui est un peu sous-jacente à nos propos depuis le début, en particulier depuis la crise sanitaire du Covid. Comment éviter une hausse des inégalités avec ces travailleurs plus fragiles? D'accord, merci beaucoup de m'avoir invité à cette pas très belle matinée en Suède, une matinée typique avec de la pluie et 12 degrés. Donc, bien sûr, le Covid-19 a impacté le marché de l'emploi à travers le monde. Et pendant 5 minutes, je vais parler de comment empêcher que davantage de personnes ne se trouvent dans des situations d'emploi vulnérables et de chômage. Et vous savez que c'est la plus grande menace pour les mois et les années à venir à travers le monde. Donc, il faut faire en sorte que l'économie se passe le mieux possible pendant le Covid et d'essayer d'éviter un chômage de masse. La première chose, c'est qu'il faut faire l'inverse de ce que nous avons fait suite à la crise financière de 2008. Si nous commençons à imputer les mêmes réductions de budget d'État et que l'on met en œuvre l'austérité à travers le monde, la crise sera encore pire que ce que l'on aurait pensé pour le Covid. Donc, je dirais à l'ensemble des politiciens et des experts, faites l'inverse de 2008. Continuez à dépenser. N'essayez pas d'épargner pendant cette crise. Deuxièmement, je dirais que la plupart des pays du monde ont créé des systèmes pour éviter que les personnes passent de l'emploi au chômage en aidant et en assistant les entreprises avec les coûts salariales. Jusqu'à présent, ça a été une réussite si on regarde à travers le globe. Le chômage, en tous les cas en dehors des États-Unis, n'a pas augmenté aussi rapidement que l'on pensait au mois de février-mars quand la crise, le Covid-19 a frappé. Donc moi, je dirais continuer à soutenir les entreprises et les coûts salariales des entreprises et supprimer ces charges peu à peu afin qu'ils puissent éviter de mettre les gens au chômage. C'est toujours la meilleure chose d'essayer de maintenir les gens en emploi le plus longtemps possible. Bien sûr, il y aura des pertes d'emploi, mais on peut faire en sorte qu'elles soient le plus réduites possible en aidant les entreprises à éviter le chômage de masse. Troisièmement, et ça, c'est une question plus économique. On voit maintenant des chiffres du coût du capital à l'avenir. Et tous les experts s'entendent pour dire que le capital restera très bon marché. La plupart des économistes disent que la tendance tourne plutôt autour des taux d'intérêt de 1% plutôt que les 2% d'il y a quelques années. Donc, si c'est bien le cas, il faut suivre cela de très près. Bien sûr, ce n'est pas si grave que ça et ce n'est pas très dangereux pour nos États d'avoir plus d'emprunts que nous avons eu auparavant. Par exemple, en Europe, d'après l'accord de Maastricht, les 60% d'emprunts par rapport au PIB, ça là pourrait augmenter. Je pense que c'est une bonne chose, un bon moment d'augmenter son dette. Et ce n'est pas dangereux de dépasser les 60%. Comme vous le savez, le Suède est en bonne posture puisque nous n'en sommes qu'à 35%. Donc, nous disons à notre ministère des Finances et de notre gouvernement de
d'emprunter afin d'éviter le chômage de masse. Et jusqu'à présent, cela a été une belle réussite. Et pour finir, sur la question que vous avez posée à l'ensemble des autres participants, je vous souhaiterais dire en tant que syndicaliste, un travailleur est un travailleur est un travailleur. Que l'on appelle travailleur de plateforme ou employé, si le service est le même que pour Uber, il faut traiter les individus comme des employés. Aux États-Unis, de plus en plus d'États, y compris la Californie, disent maintenant que Uber est un employeur des personnes qui conduisent les voitures Uber. Et si on procède de la manière et de manière globale, qu'on appelle un travailleur un employé, qu'on leur donne les mêmes droits, et il y aura ce sera beaucoup plus égalitaire. Il y a beaucoup moins de travailleurs pauvres. Comment est-ce que le monde peut gagner si des millions et des millions de personnes passent d'un emploi permanent vers un emploi précaire? On a vu de manière claire en Suède depuis quelques années, nous avons un développement de l'emploi hors pair en Suède. Plus de 82% des adultes en Suède sont en situation d'emploi. Et nous espérons atteindre le plein emploi. Et en fait, il y a 2 ans, il y a eu une baisse de 10%. Donc, si on peut maintenir le plein emploi et un faible taux de chômage, je pense que la crainte que les travailleurs deviennent des travailleurs précaires est beaucoup moindre. Donc, il faut penser qu'un travailleur, est un travailleur, quel que soit l'emploi qu'ils effectuent. Merci. Merci beaucoup. Je retiens votre message principal aux autorités européennes, dépenser, dépenser, dépenser. Donc, ça fait plaisir de voir que même en Suède, on n'a pas forcément la version unilatérale d'un pays trop frugal dans les discussions européennes qui s'annoncent sérieuses. Ça nous ferait peut-être sortir un peu du débat. Dans ce débat, alors c'est vrai qu'on a dit précédemment qu'il y avait une forme de consensus au sein de vos interventions. Bon, je dois reconnaître que il n'y a pas le grand méchant loup autour de la table, ni en duplex. On n'a pas de vrais représentants des plateformes, mais on va quand même essayer de se faire peut-être l'avocat du diable à un moment donné. Je vous donne un petit aperçu des questions qui commencent à arriver sur le fil de ma tablette. Comment pensez-vous qu'on puisse créer des emplois de haute qualification? Ça, c'est Rita qui nous demande ça. Agathe nous demande comment concilier l'ubérisation des sociétés et des modes de travail avec la protection des travailleurs. Et Enlil nous interroge, n'avez-vous pas peur d'un désengagement ou d'un décrochage massif par fatigue sociale face à la fameuse disruption permanente, effectivement cette disruption qui a été jusqu'à présent le moteur de ces plateformes, mais qui peut-être montrera ses limites. Stéphane Carcillo, est-ce que vous voulez rebondir sur une de ces questions ou peut-être même s'il y a un consensus général dans les interventions, pointer ce qui, selon vous, est de l'ordre du vœu pieux ou de quelque chose qui est réaliste? Parce que moi, quand je vous ai écouté les uns et les autres, je comprends qu'on peut finalement peut-être réinventer une forme de sécurité sociale, mais un peu moins ambitieuse, donc un peu moins coûteuse, et puis donc dans un sous-ensemble de l'emploi général qui serait donc cet emploi nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre quand même pour améliorer la situation de ces salariés, parce qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette, quelque part, dans la protection sociale qui a été conçue dans la plupart des pays de l'OCDE et notamment en France pour les travailleurs salariés. À temps plein en plus. Et donc, quand on a beaucoup de salariés à temps pas du tout plein, voire très très court, ils n'arrivent pas à accumuler suffisamment de droits. Et pour les indépendants, il y a des droits qui sont très réduits, voire optionnels, avec des contributions qui sont très élevées. Donc, il faut repenser, je pense, déjà, ne serait-ce que le filet de sécurité, de protection sociale, pour que ces personnes puissent accéder à la formation, que ces personnes puissent accéder à un minimum d'assurance chômage, quitte à prévoir des dispositions spéciales pour eux, par exemple, des dispositifs optionnels,
salariale, avec un minimum de base, puis des dispositifs optionnels pour lesquels ils peuvent contribuer si ils le souhaitent ou s'ils en ont les moyens. Mais qu'on puisse, on ait une gradation entre le rien et une protection totale pour que ces gens puissent accéder et accumuler des droits à la mesure de leur quotité de travail et leur intensité de travail. Et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire, comme ça a été rappelé, sur la réglementation. Je pense qu'il est vain de se dire qu'on va pouvoir se passer de ces formes d'emploi, notamment dans la sortie de crise, où leur flexibilité va être particulièrement appréciée dans un contexte d'incertitude. Mais en revanche, il va falloir quand même qu'on réglemente un peu mieux leur usage, notamment via l'accès aux données, qui est extrêmement important pour l'indépendance de ces salariés, et puis aussi leur capacité à s'organiser. Je pense notamment aux salariés qui travaillent sur les plateformes, qui aujourd'hui, vous savez, sont considérés comme des entreprises, qui n'ont pas le droit, en principe, de s'organiser pour fixer des minimums de rémunération, parce que ce serait considéré comme une entrave au droit de la concurrence. Or, il y a une très forte asymétrie entre le pouvoir, par exemple, des plus grosses plateformes et le pouvoir individuel de ces salariés qui conduisent un taxi ou qui sont sur un vélo. Et donc, il faut adapter les réglementations aussi dans ce domaine pour leur donner la capacité à s'organiser. Alors, je dois vous avouer que c'est pas facile d'animer un débat quand les intervenants sont à la fois très loin et dont je n'ai qu'une petite vignette pour me rappeler la présence. Mais qui voudrait, parmi toutes celles et ceux qui nous... Oui, alors Gilles Babinet, peut-être réagir à cette question de la régulation, parce que effectivement, bon, on voit bien que il faudrait plus de régulation, mais à quel niveau? C'est au niveau national, au niveau européen, au niveau du monde? Qu'est-ce qui est réaliste de faire? Alors effectivement, c'est une part de la réponse, c'est-à-dire que il y a vraiment une globalisation des travailleurs des plateformes, et dans certains domaines, si vous voulez, on a une empreinte physique, typiquement les VTC, ils sont présents. Dans d'autres, vous avez une capacité de délocalisation de l'emploi de façon totale, c'est-à-dire, par exemple, dans le code informatique, vous pouvez envoyer ça en Inde, et puis le lendemain à l'autre bout du monde. Voilà, donc vous avez des cas qui sont assez particuliers, ce qui d'ailleurs, encore une fois, milite vraiment pour avoir un accès total à la data, parce que la régulation sera probablement différente d'une plateforme à l'autre, ou en tout cas d'un type de plateforme à l'autre. Il y a un point sur lequel je voudrais répondre à l'égard du propos de Stéphane Cassio, très juste par ailleurs, c'est la notion d'optionnalité des droits. Au sein du Conseil national du numérique, on a fait des travaux pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Vous êtes face à une population, d'abord, qui ne souhaite pas, ce qui a été un vaste débat, que leur contrat soit transformé en contrat de travail, très largement. Ils souhaitent conserver une forme d'autonomie, et je dirais même, ils souhaitent conserver une forme de légèreté par rapport à leur employeur, en tout cas, la majorité d'entre eux, hein. En revanche, c'est un problème, c'est que lorsque vous proposez des droits optionnels, ils ont plutôt tendance à privilégier un revenu net plus élevé. Donc, je pense que on est plus sur une sorte de filet de protection et de droits sociaux minimum généralisé, et de faire un choix. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai évoqué la notion de formation professionnelle, parce que parmi les droits importants, il y a celui-ci, au-delà, évidemment, je pense que c'est entendu, de l'accès à la sécurité sociale, et probablement de la cotisation de fait à la sécurité sociale également. Oui, vous voulez dire qu'il faut d'une certaine manière les protéger malgré eux, parce que de manière un peu spontanée et impulsive, ils auraient tendance à ne pas réclamer une protection qui est coûteuse dans un premier temps. Est-ce que je vous comprends bien? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même, ce sont des gens, les travailleurs des plateformes, c'est pas tous le cas, mais pour une grande partie d'entre eux, ce sont des gens qui étaient sans emploi, et ça, il faut quand même le reconnaître, c'est l'une des vertus de ces plateformes, hein, en particulier des VTC. On a été chercher des gens qui étaient
réellement en dehors du marché de l'emploi et on a réussi à les réinsérer dans le marché de l'emploi. Donc c'est magnifique, mais il faut éviter encore une fois que ce soit des trappes à bas salaire de ce point de vue-là. Et ce sont des gens qui sont jeunes. Et donc quand vous êtes jeune, les droits sociaux, c'est pas forcément votre priorité. Vous vous dites que la vie s'offre à vous et que vous pouvez. Votre objectif, c'est de maximiser le revenu, encore une fois, net. Alors, il y a une question intéressante de Nathan qui arrive à l'instant. Le débat s'est concentré sur les moins qualifiés. Peut-on avoir votre avis sur comment on peut créer de l'emploi de haute qualification dans ce système avec ces nouveaux emplois? Là, qui a envie de s'exprimer? Si vous levez la main, où que vous soyez. Bon, alors Gilles Babinet, vous venez de parler, vous pouvez le refaire, mais si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, oui, on va en direction l'Australie. Ah, Jennifer, il faut. Oui, oui, si vous voulez bien, Jennifer. Comment créer de l'emploi de haute qualification, à votre avis? Mais je crois que Nathan a dit sur ces plateformes. Donc ma question à Nathan, mais je vais y répondre des deux façons, c'est est-ce qu'il s'agit d'augmenter les salaires des gens qui au début gagnent moins sur ces plateformes? Est-ce que la question c'est comment utiliser ces plateformes pour aider la création d'emplois mieux qualifiés? Là, je pourrais effectivement m'imaginer que ces plateformes pourraient être intéressantes pour des consultants qualifiés qui auparavant n'étaient pas bien appariés à de potentiels employeurs. Mais ce n'est peut-être pas la question de Nathan. Je crois que de manière plus générale, ces plateformes sont utiles quand les travailleurs sont assez similaires. Il s'agit d'offrir un service qu'on peut reconnaître comme Uber Taxi et que ça ne sera pas vraiment l'avenir du marché du travail bien qualifié, ni une possibilité vraiment de pousser ces gens qui gagnent moins maintenant sur les salaires vers des travaux plus qualifiés. Je ne pense pas. J'aimerais ajouter ce qui est connexe, que premièrement, on a besoin de meilleures données sur ces catégories de travaux atypiques. Les plateformes, par exemple, diffèrent beaucoup des CDD d'un jour et les réformes ou la régulation sont très différents des uns des autres selon la catégorie. Et quant à votre question de quel niveau, je crois que certains remèdes aux problèmes varient selon le pays. Donc, je vais citer un texte de l'OCDE peut-être écrit par Stéphane en disant, par exemple, que le système d'assurance chômage français donne des incitations aux employeurs d'avoir ces CDD très courts. Donc, parfois, on peut vraiment cibler le problème. D'accord. Oui, effectivement, vous pouvez prendre la parole, Elno Herrier. Oui, moi, c'est pas forcément sur cette question-là, parce que c'est vrai que c'est. Enfin, pour moi, il y a peut-être même incomptabilité à dire, à pouvoir finalement parler de haute qualification dans ces emplois, dans le sens où, enfin, pour moi, l'objectif finalement de ces nouveaux emplois n'est pas forcément d'aller jusque-là, puisque, comme ça a été dit précédemment, enfin, leur objectif, c'est d'avoir des contrats les plus flexibles possibles pour rendre un service, pas forcément avoir une relation de employeur à salarié. Du coup, c'est en ça que ça me semble difficile. Mais par contre, moi, je voulais surtout revenir sur
sur ce qui a été dit précédemment parce que, pour le coup, je suis en désaccord avec ce qui a pu être dit sur la vision des jeunes par rapport à leur avenir et comment est-ce qu'ils apprennent l'emploi. Parce que là où je peux être d'accord, c'est que aujourd'hui, pour moi, il y a une méconnaissance des droits sociaux et des droits qu'on peut avoir plus tard de la part des jeunes. Pour moi, cette méconnaissance, elle est surtout due aussi à un manque d'information et il y a aussi beaucoup de chiffres qui le montrent et c'est dans les politiques concernant l'emploi, concernant l'apprentissage par exemple, ça revient souvent qu'il faudrait améliorer ces dispositifs d'information sur nos droits sociaux. Mais donc, quand d'un côté, on a un manque d'information, que de l'autre, on a un taux de chômage des jeunes qui augmente et donc je rappelle quand même que l'accès à l'emploi et surtout aux premiers emplois pour les jeunes, c'est pour être autonome, c'est pour devenir autonome, c'est pour commencer sa carrière. Donc, du coup, moi, je vois mal, déjà en tant que jeune, mais même pour parler au nom d'un certain nombre, je pense, je vois mal un jeune consciemment se dire je sais très bien que je vais enchaîner les petits boulots, je pense pas forcément à long terme pour l'instant. Tout ce que je veux, c'est avoir le meilleur salaire possible tout de suite. Non, je pense aussi que un jeune, il a envie d'avoir un peu une sécurité de l'emploi, d'avoir le plus vite possible une sécurité de l'emploi, et que ce qui a été dit sur les jeunes qui enchaînent les petits boulots parce que de toute façon ils ont toute la vie devant eux, etc. Je pense que c'est plutôt un état d'esprit qui a été imposé par les faits de la société et d'année en année, que ça arrange aussi d'un certain côté les entreprises qui peuvent avoir une main d'œuvre moins chère dès le début quand les gens sont encore jeunes, et que du coup, je pense que pour le coup, lorsqu'une société elle est ambitieuse, qu'elle a les moyens de l'être avec des PIB assez élevés, etc., je pense que son ambition, c'est plutôt d'éviter ces situations-là et de mettre en sécurité le plus vite possible, le plus tôt possible, sa population. Oui, et effectivement, donc pour atteindre des emplois de haute qualification, y compris en dehors des plateformes, puisque c'est la question de Nathan a été précisée par lui-même ainsi. Comment on peut créer ces emplois, ces emplois nouveaux, pas forcément au sein des plateformes. Vous dites c'est l'information, la formation. Est-ce qu'il y a une autre idée? Oui, on va en Suède avec Carl Peter Thorvardsson. Tout d'abord, je suis d'accord à 100% avec ce qui vient d'être dit. Quand vous dites que les jeunes ne veulent pas avoir la sécurité, quand on est jeune, on est encore plus dépendant de la sécurité que quand on est plus âgé. Quand on a une famille, on cherche à acheter une maison. Ce que l'on fait quand on est jeune, il est essentiel de pouvoir, afin d'obtenir un emprunt, que d'avoir un emploi en CDI. Sinon, les banques ne vont pas vous prêter pour acheter votre maison. Donc, je pense le débat tourne en rond un petit peu. L'une des idées que j'ai entendues plus tôt, c'est qu'il faut avoir moins de réglementation sur l'économie des plateformes et moins de coûts sociaux. Environ 2/3 des coûts sociaux, les charges sociales pour l'emploi dans les pays de l'OCDE, c'est pour contribuer au fonds de retraite, de pension de retraite. Donc, ce qu'il faudrait, c'est... donc, beaucoup de personnes n'épargnent pas pour leur retraite simplement parce que l'entreprise est une entreprise plateforme, ou est-ce que vous pensez que dès le départ, on devrait traiter les personnes comme des employés, même si la technologie derrière l'emploi est une plateforme? Et ça ne doit pas faire une différence par rapport à l'emploi. C'est simplement que les employeurs cherchent à éviter les charges salariales, le coût des employés. Et d'après l'OCDE, depuis les 20 dernières années, on a créé beaucoup d'emplois hautement qualifiés et beaucoup d'emplois à faible qualification. Le problème, ce sont les emplois au milieu qui sont disparus. Donc, ce serait bien mieux d'essayer de construire les compétences des employés afin qu'ils puissent avoir des emplois plus hautement qualifiés et de créer de meilleures conditions pour les employeurs moins qualifiés, d'avoir des meilleures conditions pour les travailleurs qui travaillent avec les plateformes. Merci.
Stéphane Carcio, vous voulez intervenir? Non, juste pour rebondir sur cette question de la formation et de l'information, c'est très, très important. J'ai donné un exemple. Les jeunes qui sortent de l'université peuvent effectivement essayer de se lancer. Et aujourd'hui, les nouvelles formes d'emploi, par exemple les nouveaux statuts comme l'auto-entrepreneur, le travailleur indépendant à son compte, sont très très faciles de création. Il y a très peu de formalités. C'est très très simple de fonctionner sur ce dispositif. Donc, ça facilite la capacité de ces jeunes à se lancer plutôt que de créer une société, etc. C'est bien, mais le problème, c'est qu'il faut les accompagner. Il faut les former aussi, parce qu'avoir une activité à son compte, ça nécessite quand même un minimum de compétences spécifiques en matière de gestion. Et puis, pour se développer aussi et aller à l'étape d'après, c'est-à-dire pouvoir embaucher, justement, il faut aussi être accompagné. Et pour ça, il y a des formations. Et pour l'instant, dans la plupart des pays, ces jeunes ou ces moins jeunes qui sont dans ces statuts n'ont pas de formation. Et donc, je pense que l'enjeu, en plus, ils n'ont pas beaucoup d'informations non plus sur leurs droits. Donc, l'enjeu, c'est information et formation pour que ces emplois puissent être des tremplins plutôt que des pièges dans lesquels on reste, on vivote sans accumuler de droits et sans beaucoup de perspectives d'évolution. Alors effectivement, ça, on a tous envie d'être d'accord avec ça. Après, c'est confronté à la réalité de l'entreprise. Alors, je peux pas poser la question à un représentant d'une plateforme, mais je peux poser la question à un représentant de l'entreprise. Monsieur Guiony, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette information, elle peut être financée par ces plateformes ou par les entreprises en général? Est-ce que ça peut être mutualisé? Je crois que c'est un très bon point que vous qui est soulevé ici. Je ne vais pas épouser le point de vue des plateformes. Le groupe LVMH est un tout petit peu différent, ne serait-ce que par sa profitabilité des plateformes, mais c'est pas pour rien que je mentionne la question de la profitabilité, parce qu'il faut avoir en tête que la plupart de ces plateformes ne gagnent pas d'argent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont misérables, ça veut quand même dire qu'elles ont elles aussi des contraintes. Même si elles ont un accès au capital qui est très facilité, elles ont elles aussi des contraintes. Restons une seconde sur le point de vue de la plateforme que j'ai essayé d'évoquer, sans pour autant le faire mien. Il est, je crois, c'est clair que pour les plateformes, et notamment pour la question de la flexibilité de l'offre, il est absolument impossible d'intégrer de façon monolithique, en utilisant les lois en vigueur, l'ensemble de leurs partenaires et de leurs prestataires comme salariés. C'est absolument impossible, c'est contraire à leur code génétique, à leur business model. Donc si sur les déséquilibres qui ont été maintes fois soulevés pendant cette discussion, la seule réponse qu'on apporte, c'est une réponse un peu monolithique, qui est que les salariés, les prestataires doivent être traités comme des salariés. Je crains que ça ne marche pas. C'est pour ça que je rappelais la question de la profitabilité. Chaque fois qu'une plateforme se développe dans un pays, elle y perd de l'argent. Donc elle n'est pas obligée d'aller dans ce pays si elle pense qu'en y étant, elle ne trouvera pas des conditions à son développement à long terme et on perdra les emplois. Alors je ne suis pas dans la dynamique du chantage à l'emploi qui peut parfois être fait. Je dis simplement qu'il y a un code génétique de ces plateformes et que si on veut opposer à ça des conceptions qui sont totalement opposées à ce code génétique, ça fonctionnera pas. Je crois pour autant, je vais pas les répéter, qu'il y a un certain nombre d'idées qui ont été évoquées autour de la syndicalisation, autour de l'information. Enfin, il y a pas mal de choses importantes. J'ai évoqué l'idée de la dépendance économique, d'une forme de prévoyance. Tout ça peut fonctionner. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'une réponse monolithique sur le thème ce sont des salariés comme les autres, non, je crois que ça ne marchera pas parce que ça ne permettra pas aux plateformes de gérer la flexibilité de leur activité et de leur offre qui est absolument essentielle pour elles. Mais je prolonge avec vous toutes les améliorations que vous avez suggérées sur le cadre juridique, dépendance économique, la caisse de prévoyance, donc financée par ces plateformes. Le bon niveau pour vous, c'est chaque État qui doit avancer, c'est au niveau européen, c'est au niveau mondial. Comment on passe de
ce joli programme à la mise en application réelle, la rentrée dans Je pense que la vraie réponse, elle n'est pas au niveau étatique, elle est au niveau concurrentiel. Si pour être compétitive, les plateformes doivent offrir une caisse de prévoyance, doivent appliquer un système de dépendance économique, etc., et être compétitive, ça veut dire attirer les prestataires, parce qu'une plateforme qui n'a pas de prestataires, une plateforme qui ne fonctionne pas. Si pour faire ça, elles ont besoin de différents mécanismes qui ont été évoqués, pas que par moi, il y a d'autres, Gilles en particulier a évoqué un certain nombre de choses, elles le feront. Si on impose ça au niveau étatique, ça ne marchera pas parce que c'est toujours la même chose. Certains États le feront, d'autres ne le feront pas. Et du coup, les plateformes joueront sur la différence de traitement entre les États pour essayer d'avoir un moins-disant social. Donc la vraie réponse, elle est sur la concurrence. Est-ce qu'il faut laisser s'ériger des monopoles au niveau national ou au niveau international qui, du coup, pourront dicter leurs lois? Ouais. Et donc, dans le monde idéal que vous décrivez, c'est une première entreprise qui commence à le faire, qui a une bonne réputation et qui attire des talents, et donc une deuxième plateforme va l'imiter. Exactement. Ça peut, bon, vous croyez à ça, ça peut marcher, les autres, vous y croyez aussi? Oui, Gilles Babinet? L'expérience, parce qu'il y a eu quand même plusieurs années de débat avec ces plateformes, moi j'ai moi-même participé à des échanges à cet égard, c'est que, et je crois que d'ailleurs c'est aussi ce que vient de dire Jean-Jacques Guiony, c'est que on est sur des marchés qui sont dumpés, et donc on n'est pas sur des marchés qui sont rationnels, avec des agents rationnels à cet égard. Mais l'expérience montre que ils se battent férocement contre le fait de pouvoir payer des droits sociaux. Je parle même pas de la requalification en salariat, qui est évidemment pour eux vraiment le spectre le plus qui repousse le plus. Mais si vous voulez, je pense quand même que il faut en passer par la régulation pour un certain nombre de choses. L'accès à la data, ils vont pas vous le donner par la concurrence. Ça, c'est certain qu'il faut leur imposer l'accès à la data. Un minimum de droits sociaux, je pense à quel niveau État, continent, monde? Écoutez, ville, même, vous aviez dit, vous avez cité New York. L'idéal, ça serait au niveau global. Bon, c'est bien que c'est tout à fait naïf, donc ça n'arrivera pas. Donc on pourrait redescendre au niveau européen, à ceci près que vous avez évidemment des dynamiques de type Bolkestein, d'unification des marchés du travail, qui ont été très largement dénoncés en France. Mais surtout, vous avez quand même au niveau des États, pourtant je suis pas d'habitude un défenseur des logiques étatiques, vous avez la possibilité de viser les caractéristiques locales. Le marché du travail français n'a rien à voir avec le marché luxembourgeois. Encore moins. Enfin, voilà, vous avez des très très grosses différences. On est un pays qui a quand même une certaine préférence. Je suis désolé, c'est très provocateur de le dire, mais pour le chômage, c'est-à-dire, et c'est pas forcément négatif de dire ça. Hein, on a choisi des hauts niveaux de protection sociaux. Ça veut dire que d'une certaine manière, il y a une plus grosse difficulté de l'accès à l'emploi. Et donc, les plateformes ont leur rôle à jouer. Moi, je l'ai vraiment vu, j'ai été très impressionné. Avant qu'on rentre dans un certain niveau de régulation, la loi Grand-Guillaume, qui à mon avis était une loi absolument tragique pour les travailleurs des plateformes, on allait chercher des gens qui étaient vraiment dans le périurbain, qui n'avaient pas de travail. C'était super, c'était vraiment, vraiment bien. Et puis on a cassé ça, on a cassé cette dynamique, notamment en ayant des examens écrits stupides pour pouvoir devenir conducteur de VTC. Donc c'était une mauvaise dynamique. Mais si vous voulez, on peut très très bien dire, bon ok, en France, on a un chômage structurel qui est assez élevé, hein, qui est de l'ordre de 5 à 6%. Donc on va permettre d'aller chercher des gens qui sont pris dans une sorte de nasse, qui n'arrivent pas à accéder à la première marche du marché de l'emploi, mais vraiment en ayant l'idée que c'est une phase transitoire. Donc je reviens sur ce point que j'évoquais tout à l'heure, mais si vous avez cotisation à la formation, si vous avez de l'information, ça a été dit très justement par Jean-Jacques Guiony,
si les gens sont informés sur le fait qu'ils ont des droits à de la formation, moi je vais vous dire un truc tout bête, mais j'ai une femme de ménage, je cotise le CESU, je n'arrête pas de lui dire qu'elle a cumulé des droits à la formation. Donc il n'y a pas ce travail-là, ce travail peut être fait en particulier pour les plateformes. Vous avez réellement une capacité de faire un tremplin qui est tout à fait extraordinaire. Et ça, je crois qu'il ne faut pas se focuser sur cette idée de requalification. Il faut voir le potentiel de ce tremplin. Moi, je serai le régulateur, je serai le législateur. Je travaillerai presque exclusivement sur cette capacité de tremplin des plateformes. Très bien. Oui, Jennifer, vous prenez la parole. Oui, j'aimerais demander aux intervenants français si vous savez, si vous connaissez la durée moyenne d'un emploi chez Uber, par exemple, ou chez n'importe quelle plateforme. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, la durée moyenne d'un emploi chez Un Uber, emploi, c'est de 3 mois. pardon, juste pour préciser la question, un emploi dans quel sens? Parce que c'est pas des employés, ou si, vous parlez des employés de Dans Uber, le sens que vous... pas des prestataires. Dans le sens où je parle des gens qui conduisent des voitures pour Uber. La Donc durée des moyenne prestataires de Uber. conduire... Hmm. La durée Ouais, moyenne alors. de conduire une voiture chez Uber est de 3 mois. Donc, en fait, personne ne pense à ceci comme étant une marche, une première marche pour une carrière. Par contre, c'est clair qu'en France, contrairement au CDD, il y a des gens qui aiment les conditions de Uber. Par contre, les CDD, je suis sûre qu'il n'y a jamais eu personne qui n'aurait pas préféré un CGI, un CDI, un contrat à durée CDD, indéterminée. Oui. Et justement, ces CDD continuent pendant des années, enfin, de différents contrats, pas le même contrat forcément, évidemment. Et donc, je crois que certaines solutions dont on parle ici seraient des solutions pour les gens qui ont des CDD, ou surtout des travailleurs indépendants, et non pas pour les plateformes. Parce que si on est 3 mois chez Uber, on ne s'intéresse pas vraiment à sa retraite. C'est pas très important ce qu'on a comme bénéfice social associé à cet emploi. Donc l'important, c'est en fait la question de Nathan, qu'est-ce qui se passe en dehors des plateformes et quelles opportunités est-ce qu'il y a pour les gens en dehors des plateformes et surtout en dehors de ces CDD et de cette situation d'indépendance. Alors, il nous reste précisément une petite minute pour conclure, donc je ne pourrais pas, hélas, donner la parole à chacun. Est-ce que en quelques mots, en quelques secondes, quelqu'un veut rajouter une information qui lui tient à cœur? Sinon, si ce n'est pas le cas, je ferai une conclusion parce qu'on m'a demandé de respecter scrupuleusement les horaires et donc on doit rendre l'antenne, comme on dit, à 10 heures précises, donc dans une poignée de secondes. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que cette intervention multiple et qui n'était pas facile sur le plan technique a permis à chacun et chacune de présenter sa vision. C'était très, très complémentaire et très riche et vous avez joué le jeu de manière formidable. Donc, un grand merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à bientôt.